encore une nouvelle émission d'Avako Mornami. Il m'a été lancé un défi que je vais relever aujourd'hui, de parler français et de vous transmettre notre expérience en français. Je suis Victor Constantino, directeur général d'Avako Mornami, qui est une entreprise de prestation de services qui se trouve aux îles du Cap-Vert. Je suis maître en project manager et je suis maître en gestion et je suis maître aussi en leadership, où depuis quelques années, nous travaillons à partir du Cap-Vert et dans les continents africains plusieurs projets personnels, mais plusieurs autres projets que nous ne pourrons pas ici parler. Nous avons depuis certaines années travaillé avec le gouvernement capverdien, mais aussi avec des entreprises capverdiennes dans l'installation de leurs projets en les rendant plus efficaces et plus efficients. Aujourd'hui, nous allons dans les prochaines heures parler de Covid versus entrepreneuriat, Covid versus analyse économique dans les différents secteurs africains et dans différents secteurs au Cap-Vert. Avako Mornami est une entreprise qui est à votre service. Je vous demande d'aller prendre un thé, de l'eau, et on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Nous revoilà. La première question qui m'a été posée a été de me demander de faire une analyse économique actuelle du Covid et comment vont les entreprises capverdiennes, mais je pense aussi les entreprises africaines. Mon point de vue est clair. Elle est désastreuse, calamiteuse. Une destruction des noyaux sociaux ont été vues et continuent à se passer, et des chaînes de valeur aussi dans les principaux secteurs d'activité. Et donc nous allons parler de différents secteurs d'activité dans les prochaines minutes et nous prendrons assez le temps de développer notre principe. Premier secteur d'activité, le secteur de la santé et de la santé publique. Je me suis demandé depuis un an si on parlait de l'Organisation mondiale de la santé ou on parlait de l'Organisation mondiale de la maladie. Parce que nous avons perdu un régulateur qui devait réguler toute cette maladie et toute l'application au niveau mondial s'est retrouvé complètement perdu, surtout pour le continent africain, en prévoyant que ce serait une année désastreuse pour les populations africaines, ce qui, entre parenthèses, ne s'est pas passé. Nous avons eu une prise de pouvoir, ou je dirais une perte de pouvoir pour les populations, des biens fondamentaux comme vivre. On nous a enfermés, comme penser, comme respirer, comme voler, comme aller travailler. Tout cela n'est plus, ou voyager, tout cela n'est plus comme avant. Et donc nous avons, je prends l'exemple des masques. On nous a demandé du jour au lendemain de porter des masques. J'en porte pas aujourd'hui parce que je suis à une certaine distance. Mais aujourd'hui, tout le monde porte des masques. Comment on les porte? Où on les porte? Comment les utiliser? Les populations africaines, la majeure partie ne savent pas comment on porte un masque, à quoi ça sert, pourquoi on doit le faire, on ne doit pas le faire. Tout un système qui n'a pas été pris en compte au moment de l'implantation de ces politiques. Nous avons eu quatre compagnies, Biotech, Pfizer, Moderna, et aujourd'hui des compagnies chinoises et russes qui veulent s'en mettre, pharmaceutiques, qui en peu de temps nous ont dit qu'ils avaient le monopole de la vente. On a vendu, et on continue à vendre la santé. On continue à s'enrichir dans la santé. C'est comme si on est sorti du secteur d'activité, qui est un secteur d'activité de l'agriculture, et aujourd'hui,
on nous a ramené à un secteur d'activité qui nous rend riches, qui est le secteur d'activité de la santé. Donc aujourd'hui, on se rappelle d'une certaine façon qu'il y a des virus et qu'on vend la maladie. Et si vous vous rendez compte, aujourd'hui, lorsqu'on est malade, on prend tout ce qu'il y a. On ne demande pas, c'est un vaccin, c'est une pilule. On prend ce qu'il y a pour ne plus être malade. Et donc, on nous a conditionnés d'une certaine façon à prendre des médicaments en disant qu'il fallait prendre des médicaments. Après, il fallait prendre des vaccins, ce qui se passe aujourd'hui. Et ces vaccins, pour les pays africains, vont être achetés. La Banque mondiale ou le FMI va vendre ces vaccins et via des emprunts qui seront remboursés. Il faut que les populations africaines sachent qu'elles vont rembourser ces vaccins. Alors je me demande, je mets un point d'interrogation de savoir, est-ce que le nombre de vaccins qui va être envoyé dans les pays africains va la peine? Nous avons deux voies pour traiter la santé. La voie de la santé ou la voie de la maladie. Et donc, comme je disais dans beaucoup de mes vidéos anciennes, les hommes sont devenus des vendeurs de désastres et des vendeurs de catastrophes. La majeure partie, et même jusqu'à aujourd'hui pour les prochains temps, on est en train de vendre des futures catastrophes qui ne sont même pas encore venues, et en ce moment, on les vend via les entreprises pharmaceutiques. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? On a un système de santé qui n'est pas encore structuré, qui n'a jamais été structuré. On ne sait pas combien de nombre de lits on a et on ne sait pas combien de nombre de médecins qu'on a par rapport à chaque lit et par rapport à chaque maladie. Nous devons nous rappeler que les pays africains sont rentrés dans le Covid au mois de mars 2020. Aujourd'hui, on est un an plus tard à se demander si on est dans la première, deuxième vague, troisième vague. On n'a pas de structure réellement interne qui nous permette de savoir ça. Donc ça, c'est un truc très important qu'il fallait que je puisse partager avec vous. Le deuxième point que je pense qu'il faudrait qu'on puisse y réfléchir en tant qu'élite, c'est que est-ce que nos scientifiques africains ont pensé et ont bien informé les populations sur l'impact du Covid et sur les risques du Covid? Je ne pense que notre secteur de santé est totalement en agonie. Nous ne contrôlons pas le nombre de lits de réanimation, nous ne contrôlons pas le nombre de tests par jour, nous ne contrôlons pas le nombre de malades qu'il y a. Et nous n'avons jamais, presque dans tous les pays africains, et la même chose pour le Cap-Vert, on n'a pas un nombre exact de tests ou de maladies ou de gens qui sont malades du Covid que nous contrôlons jour par jour. Certains pays ne font même pas 50 tests, d'autres font 100. Sur 100, sur un échantillon de 100, avoir 10, 15, ce n'est pas représentatif. Donc nos échantillons ne sont pas représentatifs. Donc comment on peut dire que cette maladie est contrôlée ou n'est pas contrôlée par les États? Nous avons aujourd'hui une autre chose qui serait importante pour les pays africains de se concentrer, c'est nous avons traité dans beaucoup de choses, nous avons copié ce qui était en Europe, qui était le modèle suivant. Massification des tests, on ne les a pas. Traçage, on ne l'a pas. Dans certains pays, on a eu des traçages au niveau des téléphones ou des cellulaires. Aujourd'hui, nos populations africaines n'ont pas ce moyen d'être tracées, mais on a reproduit les mêmes systèmes et on a confiné. Et on continue, on a confiné d'une certaine manière alors qu'on savait pertinemment que ce confinement n'a pas les mêmes impacts que dans les pays européens, américains et asiatiques. Donc il faut qu'on commence à se concentrer, pour moi la solution, qu'on commence à se concentrer sur l'intelligence artificielle. Et il faut qu'on puisse repartir et redynamiser les médecins qu'il y avait en bas, qu'on disait médecins de campagne, mais aussi qu'on disait les médecins de quartier. Et ces médecins de quartier seraient une forme de réduire les coûts au niveau des postes de santé. Puisque ces postes de santé nous prennent des coûts, c'est réduire par rapport
à un médecin qui se trouve dans un quartier et qui va être le médecin de presque tout le monde en fonction des quartiers dans les pays africains. Et ce seraient des consultations généralistes. Les autres consultations seraient amenées à l'hôpital ou dans un poste de santé par département. Il y a autre chose qu'on devrait mettre en place en Afrique, c'est la création de cellules d'investigation. Nous ne pouvons pas continuer à demander aux Européens, à demander aux Américains et aux Asiatiques de connaître les maladies africaines plus que les Africains. Donc les Africains doivent commencer à avoir des cellules d'investigation pour leur permettre de travailler sur les maladies futures ou les maladies présentes que nous avons, comme le malaria, la vessie, le diabète, parce que le corps d'un Africain, l'ADN d'un Africain n'est pas égal aux autres ADN. L'Afrique devra créer un plan de réforme sanitaire. Nous ne pouvons pas continuer à mettre une réforme sanitaire en fonction des États ou en fonction des gouvernements qui se mettent en place. Il faut qu'il y ait un consensus national par rapport à un plan de réforme de la santé de chaque pays africain, aussi bien pour le Cap-Vert, puisque le Cap-Vert se trouve en Afrique. Je l'espère bien que vous le pensez. Il faut que l'Afrique se concentre sur l'ouverture de laboratoires de grande innovation faits par les Africains et qui pourraient travailler en concertation avec d'autres pays dans les continents européens, américains et asiatiques. Tout en, je parle de cellules animales, je parle de génome, je parle d'ADN, etc., etc. Et rendre le secteur de la santé publique, robotisé. Il faut qu'on commence à penser à certaines choses. Je vous donne un exemple. Nettoyer les rues devrait être fait par un robot. Aujourd'hui, les Africains doivent penser à ça. On ne peut pas continuer à mettre 50, 60, 70 personnes à laver les rues ou à ne pas le faire, parce qu'à ne pas le faire. Alors qu'un robot pourrait le faire dans les prochaines, des tâches bien précises pour un robot et qui permettraient de rendre une santé publique un peu plus ouverte et aussi réduire les maladies que nous avons en Afrique. Voilà pour le secteur de la santé. Je passe à un autre secteur critique de l'Afrique qui est le secteur de l'éducation. Nous avons le primaire, nous avons le secondaire, nous avons l'universitaire. Maintenant, nous parlons beaucoup de la formation professionnelle. Mais est-ce qu'on a une structure qui nous permette, ou un mode de pensée, qui nous permette de créer une culture de l'entrepreneuriat? Parce qu'il faut créer une culture de l'entrepreneuriat depuis le berceau. C'est dans le berceau qu'on travaille, un petit, à l'adolescence, au primaire, au secondaire, à l'université possible ou en formation professionnelle. Donc on ne peut pas créer une culture de l'entrepreneuriat de forme, comment je pourrais dire, de forme structurée à l'université. Non, ce n'est pas quelque chose qui a une projection. Parce que la culture de l'entrepreneuriat doit être innée à la personne. Elle doit être intrinsèque, je ne dirais même pas innée, mais elle devrait être intrinsèque à la personne. Et on aurait, oui, des gens qui suivraient la logique administration publique, etc., ou recherche, mais on aurait d'autres qui auraient la cellule ou la création d'entrepreneurs intrinsèques à eux-mêmes, parce que depuis petit, ils ont été travaillés dans le même sens. Il y a une solution parce que je pense qu'on devrait plus parler de solution et non pas de problème. Je pense qu'on devrait travailler pour les universités publiques à une augmentation des paiements dans les universités publiques. Pourquoi je dis ça? Ce qui se fait contrairement aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas aller à l'université, parce que tout le monde ne peut pas être scientifique, parce que tout le monde ne peut pas être dans l'administration publique, parce que tout le monde ne peut pas être chercheur. Tout le monde ne peut pas être ce cas. Mais par contre, il y a la formation professionnelle. On a besoin de menuisiers. On a besoin de bons menuisiers. On a besoin de bons maçons. On a besoin de bons peintres. On a besoin de gens qui vont travailler dans la masse. On a besoin de gens qui vont construire, des Africains qui vont construire par leur propre main. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. Et j'en suis foncièrement
convaincus que ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. Nous avons je parlais de la création des instituts, des laboratoires d'investigation qui doivent être, pour de mon point de vue, financés par des recettes du fonds de tourisme, exemple, du fonds souverain de richesse. Donc certains pourcentages de ces fonds iraient directement au niveau de la recherche et des instituts et des laboratoires. On doit promouvoir l'investigation basique. Au plus basique niveau, on doit promouvoir cette investigation. Et on doit penser à une éducation sans papier. Avant d'aller dans ce qu'on appelle dans le jargon basé dans le digital, avant d'aller dans le digital, on doit premièrement éliminer le papier dans notre mode de pensée. Et si on n'élimine pas le papier dans notre mode de pensée, on ne peut pas passer d'aujourd'hui au digital d'un saut ou d'un bond. On doit passer en premier par l'élimination du papier et après par un bond au niveau digital. Il y a un autre secteur qui est le secteur que je voudrais prendre en compte, qui est le secteur du commerce et de l'industrie. Je me pointerai ou je lancerai ma réflexion sur l'accord de libre commerce en Afrique. Cela, ça a été dessiné et ça a été créé au niveau des élites et au niveau des gouvernements. Ma question que je pose est que est-ce que les populations africaines sont conscientes de ce que l'accord de libre-échange peut leur amener? Je ne crois pas le libre commerce comme le trade qui a été signé. Je ne pense pas que les populations africaines ont encore la conscience de ce que cela pourra les apporter dans les prochaines années. Donc il faudra, je pense que nous avons mis la charrue avant les bœufs. On aurait dû en premier parler à nos populations pour savoir l'impact et après penser au gouvernement, ce qui n'a pas été le cas. Le troisième secteur que je voudrais prendre, c'est le secteur de l'agriculture. Nous savons qu'en Afrique, il y a 60% des terres arables qui ne sont pas exploitées. Nous le savons. Mais notre secteur agro-industriel représente 15% du PIB en Afrique. 15%. Donc, il faut penser à l'informatisation, il faut penser à la robotisation de la culture dans les campagnes. Pas dans les villes, mais dans les campagnes. Il faut qu'on reparte dans la robotisation dans les campagnes, remettre l'industrie dans les campagnes. Mais pour ça, il faudra former nos populations dans les campagnes pour qu'elles puissent profiter le plus possible de cet impact. La main-d'œuvre doit être nécessairement formée. Et la main-d'œuvre, former, travailler et augmenter la production. Il faut qu'on puisse former ces personnes pour qu'on puisse avoir une production notable dans les prochains temps au niveau de l'agriculture. La chaîne de valeur africaine de l'agriculture doit être repensée, reformulée dans son schéma. Dans son schéma, on doit aller plus dans les réalités et ne pas reprendre certaines procédures qui ont été faites en Europe parce que le bon doit être fait plus que cela. Je le pense foncièrement. Le quatrième secteur que je voudrais parler, qui est le secteur social et de l'immigration. Nous parlons de gens qui sont morts au niveau des mers en Europe, en Italie. Nous n'en parlons pas. Il y a des années que cela se passe. Aujourd'hui, il y a eu une recrudescence dans les années antérieures et maintenant, il y a une recrudescence. Mais si nous ne voulons pas que les gens aillent en Europe ou que les gens traversent le désert ou que les gens meurent dans les eaux européennes, il faut repenser les campagnes. Les campagnes doivent se transformer en villes. Ce qui veut dire qu'une personne qui sort de chez lui doit avoir accès aux nécessités, aux biens de première nécessité, comme celui de la ville. Il doit avoir son téléphone, son smartphone sur Internet au même niveau que celui de la personne qui est dans la ville. Il doit avoir accès à la santé au même niveau que celui qui est dans la ville. Il doit accepter d'aller travailler ou il doit se trouver du travail dans le marché du travail dans la campagne au même niveau que la personne qui se trouve dans les villes. Ce qui veut dire que tout ce qui se trouve dans les villes doit être mis dans les campagnes
pour permettre à cette personne d'avoir accès à tous ces services quand il sort de chez lui. S'il sort de chez lui et qu'il n'a pas ces services, il est forcé d'aller en ville. Et s'il n'a pas ces services en ville, ou s'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins en ville, c'est nous tous. Il va en Europe, il va aux États-Unis, il va où il le faut, mais il faut qu'il subvienne à ses besoins primaires. Je prends souvent l'exemple ici au Cap-Vert, et je pense qu'en Afrique, parce que j'ai vécu aussi sur 14 pays, je sais que c'est plutôt dans le nord, la gestion du nord et du sud dans les pays africains est un problème, parce que l'accès à ces services dans le nord ne se retrouve pas, les mêmes qualités de services ne se retrouvent pas dans le nord et on les retrouve au sud qui sont les capitales des pays africains. Et donc lorsqu'on va au nord, on n'a pas ces mêmes services qu'au sud. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens du nord vont dans les capitales du sud. Il y a bien évidemment des quartiers qui commencent à naître, des bidonvilles qui naissent, bien évidemment. Et lorsque ces bidonvilles sont remplis, ces gens sortent des bidonvilles pour aller dans les déserts africains et pour passer par le Maroc, par Tanger et par d'autres destinations pour arriver en Europe. Après l'Europe, c'est encore dans les pays américains ou dans les pays où ils peuvent subvenir à leurs besoins. De mon point de vue, je pense qu'il faudrait qu'on puisse débuter une coopération entre les pays africains et que des entrepreneurs puissent créer des holdings et des consortiums en Afrique. Je ne dis pas dans le même pays, je parle d'entrepreneurs de pays différents. Il faut que les entrepreneurs de pays différents puissent se mettre ensemble et créer ces holdings et ces consortiums. Cela veut dire, ça part du principe qu'un Cap-Verdien devra pouvoir créer une holding avec un Sénégalais, un Ivoirien, avec un Ghanéen, avec un Nigérian, etc., etc. Sur la base de quoi? Sur la base du profit, de solvabilité, de rentabilité de son entreprise. Il faudra qu'on puisse se battre sur une corruption, pas la corruption que les indicateurs européens nous disent, parce que ça, ce n'est pas une corruption africaine, mais un autre type de corruption que nous savons et que nous devons nous battre. Il faudra qu'on puisse casser l'entrepreneuriat linguistique. L'entrepreneuriat linguistique intellectuel en tentant de nous élever au niveau social. C'est-à-dire qu'un Cap-Verdien doit pouvoir communiquer avec un Sénégalais en parlant en français, mais le Sénégalais doit pouvoir communiquer avec le Cap-Verdien en parlant portugais. Et la langue ne peut pas devenir une barrière. La langue ne peut pas nous permettre de ne pas communiquer. Elle ne peut pas nous permettre de nous communiquer. Il faut qu'on accepte de casser cette barrière en nous disant et c'est ce qui se passe le plus souvent, le Cap-Verdien ira au Portugal, le Sénégalais ira en France, le gars d'Abidjan ira en France, le Ghanéen ira en Angleterre, etc. Mais pourquoi ne pas joindre tout ça et créer ce lien nécessaire dans une langue commune où chacun parlant sa langue, mais en tentant et chacun faisant l'effort de comprendre l'autre dans sa langue. Je parle aussi des attitudes et des valeurs, principes et des croyances, qui sont presque les mêmes en Afrique. Indépendamment d'un ou d'autre, les croyances sont les mêmes, basiques sont les mêmes. Donc, ces attitudes, ces valeurs et ces principes et ces croyances qu'on a doivent être revisités et redéfinis pour créer une mentalité africaine. Pas une mentalité assimilée d'Africaine, mais une mentalité africaine, purement africaine, en se basant sur des études, des attitudes, des valeurs, des principes et des croyances. Il faut qu'on passe à une éducation, pas une éducation formelle, l'université, le secondaire, le primaire, etc. Mais on doit passer à une éducation informelle. On parle d'éducation informelle, c'est, comme je le disais il y a une minute, l'accès de la personne en campagne, lorsqu'elle se trouve à la campagne, elle doit avoir accès à l'éducation de la même manière que nous avons l'accès au niveau des villes. Ce qui veut dire qu'il faut créer du digital
pour que cette personne puisse avoir le contenu de l'éducation que je reçois en ville, moi, que lui puisse le recevoir dans les campagnes. Ce qui veut dire que ce processus d'éducation informelle passe par le journalisme, par la télévision ou par d'autres canaux de communication qui pourront être créés en Afrique. Il faut qu'on aille à une informatisation complète de tous les pays africains. Quand je dis informatisation, ce n'est pas au niveau de l'ordinateur. Je pense que dans toute famille, il doit y avoir plus de 3, 4, 5, 6 smartphones. Ce qui permet, le smartphone ne doit plus devenir un luxe. Ça ne peut pas devenir un luxe. Et donc, dans les pays africains, on a certains pays africains qui ont commencé à construire des smartphones. Il faudra réduire les coûts pour permettre à tout Africain avoir accès à un smartphone et cet élément du smartphone ne plus devenir un luxe. Et ce sera très important dans le processus de digitalisation qu'on veut et dans le processus de partage des contenus éducatifs au niveau des smartphones. 5e secteur. Je parle du sport et de l'activité physique. Et je le dis au niveau de certaines structures organisées. Je pense que les pays africains, aussi bien que le Cap-Vert aussi, on doit arrêter de faire des formations en Europe, on doit arrêter de payer de l'argent pour aller faire un stage en Europe, un stage. Non, on doit faire des cliniques en Afrique. Mais ça doit se baser sur quoi? Ça doit se baser sur le propre ADN de l'Africain, la propre structure physique d'un Africain. Et la propre structure d'un Africain est différente des autres pays, donc des autres personnes ou des autres ADN européennes, asiatiques, américaines et suivantes. On doit pouvoir créer des cellules d'investigation qui nous permettent de travailler le corps ou le potentiel du corps africain et pour le développer le maximum. Certains pays africains ont commencé à le faire. Pourquoi pas suivre ces pays africains et pourquoi pas entrer dans une coopération avec ces pays africains pour en profiter et avoir un niveau top d'efficacité. La culture. On parle de la culture orale africaine. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler de la culture écrite, passer de la culture orale à la culture écrite. On doit parler de la culture digitale. Ce qui veut dire qu'on doit faire pas deux bons, un bon. On ne doit plus accepter de nous dire on doit réécrire l'histoire africaine. Non, on doit la digitaliser. On doit la mettre sur du support digital pour pouvoir faire le pacte et pouvoir le partager le maximum au niveau de nos populations. On a tellement d'histoires à raconter que si on le mettait en écrit, je pense que ça nous prendrait encore 2, 3, 4, 5 siècles avant d'y arriver. Il faut qu'on passe au digital. Il faut que tout ça soit transformé dans le digital, dans les structures de musées qu'on devrait scanner et partager ces informations au niveau de l'Afrique. Il me semble parfois étrange et je doute de certaines choses, par exemple dans certains pays africains, où on est capable de fêter des jours de notre assimilation et de notre colonisation et de ne pas fêter des jours de nos révolutions et de notre lutte pour être indépendants. Parce que nous avons lutté pour être indépendants. Nous avons été esclaves et nous sommes passés par beaucoup de dureté dans la vie. Et nous ne le fêtons pas. Nous avons tendance à fêter ce qui nous colonise, ce qui nous ont colonisés, ce qui continue à nous assimiler. Et il n'y a pas une rupture de la pensée. Il n'y a pas une rupture de se dire, mais on les fête pourquoi? On les fête pourquoi? Pourquoi on ne fêterait pas autre chose? Et donc, je pense que dans la culture africaine, on doit repenser et redéfinir cela. Nous devons
avoir des gens qui puissent rechercher les bateaux d'esclaves africains, les trésors des océans que nous avons, les anciens bateaux qui ont été perdus et qui sont partout dans les mers africaines, de l'océan Pacifique à l'océan Asiatique, et essayer d'en faire un win-to-win avec les pays européens ou avec les pays asiatiques, parce que les Africains y ont participé. Au niveau, le 7e point que je prendrai, c'est au niveau de la religion. Je pense qu'il doit y avoir une égalité de religion pour tous. Si on veut ne pas créer le prochain big social ou le prochain bug social en Afrique, il faudra mettre tout le monde au même niveau. Un musulman allant vendredi prier ne devrait pas travailler le vendredi, mais il devrait travailler le samedi, dimanche. Un chrétien qui ne travaillerait pas dimanche parce qu'il va à la messe, travaillerait le vendredi, samedi. Je suis apologiste du travail 12 heures à 13 heures de travail pour le continent africain. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de travailler 8 heures parce que nous ne nous sommes jamais posé la question pourquoi travailler 8 heures? Pourquoi 8 heures? Pourquoi on doit suivre une organisation mondiale du travail qui est dirigée par des personnes qui, eux, ont travaillé dans le passé plus que 8 heures pour arriver à avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui? Donc, les pays africains doivent comprendre que l'heure de travail doit être plus que cette heure qu'on a aujourd'hui. Et on doit être plus productif lorsqu'on parle de l'heure de travail. Et ce n'est pas seulement l'heure de travail, mais c'est l'heure de travail productif. Et donc aujourd'hui, on sait que dans la majeure partie des pays africains, on est productif à 2-3 heures. 2-3 heures de productivité sur 8 heures de travail. Donc on doit repartir à une productivité de 8 heures de productivité, ce qui veut dire plus ou moins à 12 heures de travail. Nous devons, quand je dis au niveau, et je le lis au travail un peu, au niveau religieux, nous devons remettre les communautés religieuses dans les sphères de la religion et de leurs compétences. La religion a toujours existé depuis des siècles et continuera à exister. Nous ne pouvons pas travailler sans la religion, nous ne pouvons pas nous développer en tant qu'être humain sans la religion. Mais chacun doit avoir sa sphère de compétences. Et la sphère de compétences doit être légiférée par le gouvernement. Parce que c'est ça. C'est une communauté qui arrive, peut-être qu'il y a des faits, et elle doit être légiférée et en même temps liée par le secteur du travail. Samedi, dimanche, ça dépendra des communautés ou des religions, en profiter pour que les autres heures de travail soient bénéfiques et soient efficaces. Et ce secteur de travail, je dirais que chaque travailleur, le pilier de chaque travailleur africain c'est de travailler ou de rencontrer ou d'avoir un travail pour aider sa famille. Mais il doit avoir ce travail à n'importe quel moment. On doit commencer à mettre des structures de travail qui permettent aux Africains de travailler à n'importe quel lieu et de sortir d'un travail pour aller dans un autre travail et que ce ne soit pas considéré comme une perte de travail. Parce que ce qui va nous permettre d'arriver à ça, c'est la compétence. Et la compétence doit primer sur le diplôme. La compétence aujourd'hui en Afrique doit primer sur le diplôme. On ne peut pas continuer à avoir des maîtres, à avoir des gens qui ont la maîtrise, à avoir des gens qui ont la licence et se considérer imbu de toute responsabilité. L'intelligence n'a rien à voir avec le diplôme. L'intelligence doit avoir avec la compétence. Et la compétence nous rend efficaces, nous rend efficients, nous rend productifs dans les prochains temps. Je crois personnellement que la création d'une assurance, au-delà de toute assurance, au-delà de la sécurité sociale, on doit créer une assurance pour les travailleurs. Il n'est pas concevable dans les pays africains
d'arriver, après avoir travaillé pendant des années, d'arriver à la retraite et de recevoir, je dirais, rien du tout. Et ce qui fait que ces personnes, quand on est à la retraite, vont se retourner derrière leur enfant pour leur demander de leur permettre de continuer leur fin de vie. Ce n'est pas concevable, parce qu'on reçoit 60, 80 000 francs CFA ou 6 000 scouts, ou je pourrais donner d'autres montants, qui ne leur permettent pas de vivre correctement, mais de forme basique, après la retraite. Nous devons créer cette assurance qui sera 1%, un pourcentage qui va être défini plus tard, qu'on pourra définir plus tard dans les gouvernements africains. Les gouvernements pourront définir un pourcentage que va payer le travailleur et un autre pourcentage que va payer l'entreprise qui l'a recruté. Et cette assurance lui permettra d'avoir le minimum basique. Je ne parle pas du salaire minimum, je parle le minimum basique d'existence. Je ne parle pas du salaire minimum, parce que le salaire minimum en Afrique n'est plus lié à la nécessité de vivre de cette personne. Donc, ce qui lui permettra réellement à la retraite de vivre aisément et ne pas se retourner vers sa structure qu'il connaît. C'est la structure de qui? De la famille. Et si la famille ne peut pas lui donner cet argent, il va le demander d'autre. Donc, je pense que ce cas doit être revu sous cette assurance. Le point aussi que je voudrais noter, c'est qu'il faudra lier le salaire minimum pas aux heures minimum. Non. Il faudra lier le salaire à un rendement additionnel. Le salaire minimum va exister, mais le salaire minimum va être ajouté à un rendement additionnel en fonction de quoi? En fonction de l'heure de travail. Quelqu'un qui travaille 10 heures, 12 heures ne peut pas recevoir la même chose que quelqu'un qui travaille 8 heures. Et ce rendement additionnel sera là où cette assurance que je parlais il y a une minute de cela pourra être retirée et mis dans les coffres de la sécurité sociale ou d'un autre organisme et qui permettra à la fin de la vie que cette personne puisse vivre aisément. Il faudra qu'on implante aussi, de mon point de vue, les dividendes des entreprises devront être d'une certaine manière divisés entre les travailleurs et les personnes qui les recrutent. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un système où nous avons 1% de la population mondiale ou la population africaine, la même chose, qui sont immensément riches et d'autres qui sont immensément pauvres. Nous parlons de 90%. On peut dire même 30% dans la moyenne classe, mais 60% qui sont immensément pauvres. Et nous avons 1% ou même 10% de la population africaine qui est riche. Nous ne pouvons pas continuer à avoir ce système, cette frange ou cette échelle et continuer à vouloir que le continent africain puisse prospérer. Ce n'est pas logique. Donc, par rapport à cette première question qui m'a été posée, et je vais m'arrêter là pour le moment, nous allons respirer un peu et attendre la deuxième question qui va m'être posée. Mais j'ai essayé de vous montrer secteur par secteur et on pourrait en discuter, mais secteur en secteur africain, dans les pays africains, ce qui se passait et ce que je pense comme solution qui serait concevable et de forme pragmatique qu'on pourrait implanter dans notre continent et le rendre plus prospère dans les prochains temps. Merci. Je vous demande encore de vous reposer. Nous allons passer à une deuxième question qui m'a été posée.